Je venais de me lever après avoir pris un échantillon de sol, mon compteur Geiger tic-tacant doucement, quand j'entendis un bruissement. Je levai les yeux, m'attendant à un lapin ou peut-être un coyote. Mais au lieu de cela, il était là, pas plus haut que ma taille, debout à environ 6 mètres dans une clairière rugueuse. Il n'était pas agressif, il me fixait juste avec un œil nuageux. L'autre œil était absent, il n'y avait qu'une orbite enfoncée à sa place, tandis que sa tête était penchée d'un côté à cause d'une tumeur gonflée qui poussait de son crâne difforme. J'ai grandi dans un petit endroit appelé Shiprock, au Nouveau-Mexique, qui abrite la foire de la nation Navajo du Nord. Elle se déroule chaque automne durant quelques jours. Et, comme la plupart des enfants de là-bas, on m'apprit à avoir beaucoup de fierté pour mon peuple et ma culture, surtout quand il s'agissait du concept de notre rôle de gardien de la terre. Je naquis en 1957, juste à temps quand le mouvement hippie s'empara de toute la nation autour de mon 10e anniversaire. Les hippies aux cheveux longs de San Francisco avaient renommé cela l'été de l'amour, et parlaient de paix, d'amour et d'harmonie avec la nature. Je pouvais adhérer aux 2 premiers adages sans problème, mais ce fut le dernier point qui me toucha vraiment et résonna avec ce sentiment de gardien que je vins à ressentir moi aussi. Je voulais protéger Dineta, qui est le mot Navajo pour désigner notre terre ancestrale. Et au moment où j'arrivais au lycée, beaucoup de mes amis étaient décidés à rejoindre l'armée pour faire exactement cela. C'était de l'argent bien gagné, cela invoquait l'esprit guerrier de nos ancêtres. Et si vous défendiez les États-Unis, alors vous aidiez à défendre les Navarros aussi, n'est-ce pas? Je suppose que beaucoup de gens pensaient comme ça, mais personnellement, je pensais qu'ils étaient fous. C'était en 1971 quand je commençais le lycée, et à ce moment-là, toutes les bombes, le sang et les sacs mortuaires que j'avais vus dans les actualités du Vietnam signifiaient que je n'avais absolument aucune intention de m'engager. Je n'étais peut-être pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais je savais qu'il n'y avait pas de Viet Cong dans le comté de San Juan. Mais ce qu'il y avait en revanche, et ce depuis avant ma naissance, c'était un tas de compagnies minières qui ne respectaient pas toujours les règles, quand il s'agissait de se débarrasser de leurs déchets toxiques. Je ne peux pas tout mettre sur le dos des compagnies minières. Le pâturage non réglementé et l'empiètement industriel avaient aussi laissé des cicatrices sur la terre. Mais les compagnies minières avaient une mauvaise réputation pour de foutues bonnes raisons. Parce que les mines d'uranium qu'elles avaient laissées abandonnées avaient dispersé du poison dans notre sol et notre eau. Elles avaient causé le plus de dégâts. Donc, pour moi, c'était elles dont Dineta avait le plus besoin d'être protégée. Ainsi, au lieu de choisir le chemin d'un guerrier, je choisis celui d'un érudit. Je sortis diplômé de l'Université du Nouveau-Mexique avec une licence en sciences environnementales en 1975. Mais entre les études, je faisais du bénévolat avec les programmes environnementaux de la nation Navajo. Travailler avec ces programmes était une mine d'or en termes d'expérience professionnelle. Puis, après la remise des diplômes, j'entendis d'un professeur que l'Agence de protection de l'environnement recrutait dans la région 6, qui couvrait mon état natal du Nouveau-Mexique. Le processus de candidature fut long et fatigant, mais après des mois d'attente, je reçus un appel pour un entretien. Je portais ma meilleure cravate et parlais franchement des raisons qui me poussaient à vouloir le poste. Et tandis que je m'appuyais sur mon travail de terrain et mes études, je fis aussi clairement comprendre que je connaissais la Terre en tant que Navajo, pas seulement en tant que scientifique.
Quelques semaines plus tard, on m'offrit un poste d'environnementaliste avec le bureau de la région 6 basé au Nouveau-Mexique. Un rêve devenu réalité. Je commençais début des années 79 et, bien que le travail était exigeant, chaque échantillon que je prenais et chaque rapport que j'écrivais symbolisait un pas de plus pour la protection de nos terres ancestrales. Je portais le poids des enseignements de mes ancêtres, leur respect pour la terre-mère, dans chaque réunion et chaque mission sur le terrain. Mais juste 5 mois après avoir commencé, la terre que j'avais juré de protéger fit face à une catastrophe qui nous secoua tous jusqu'à la moelle. Le matin du 16 juillet 1979, vers 5h30, un barrage au moulin d'uranium à Church Rock céda. La brèche libéra plus de 1000 tonnes de résidus radioactifs, du débris sableux imprégné de radium issu du traitement de l'uranium, et 94 millions de gallons d'eau résiduaire radioactive dans la rivière Puerco, qui coula ensuite en aval sur environ 128 km à travers les comtés de McKinley et Navarro. Le déversement fut même pire que l'accident de 3 Mile Island qui s'était produit plus tôt cette année-là. Mais à notre grande stupeur, les journaux en parlèrent à peine. En tant qu'employé de la région 6, je fus plongé dans l'action presque immédiatement. Je rejoignis les équipes qui collectaient des échantillons d'eau et de sol, et nous déterminâmes rapidement que les niveaux de radiation dans la rivière Puerco étaient plus de 7000 fois le niveau que nous considérions dangereux. Nous posâmes des panneaux avertissant les gens d'éviter la rivière, mais beaucoup de familles Navarro n'avaient soit pas lu les nouvelles, soit n'avaient pas d'autre choix. Les éleveurs de chèvres, par exemple, furent parmi les plus touchés. Leur bétail buvait soit dans la rivière, soit passait sur des plantes contaminées, soit leur mère avait bu dans la rivière pendant la grossesse et avait transmis le poison. Puis, pour empirer les choses, le gouverneur refusa de déclarer une zone de catastrophe fédérale, ce qui laissa beaucoup de communautés navarro sans l'aide dont elles avaient urgemment besoin. Je savais que j'étais nécessaire à Church Rock et je savais que je pouvais y faire du bien. Donc dans les 24 heures suivant mon retour des équipes de test, je commençais à pousser pour un transfert. J'insistais auprès de mes superviseurs, arguant que mon expérience avec les programmes environnementaux de la nation Navarro me rendait idéal pour la tâche. Et puis, en septembre, ma persistance paya. L'agence de protection de l'environnement approuva ma réaffection à un projet de surveillance à long terme focalisé sur la zone de Church Rock, ciblant spécifiquement la propagation de la contamination radioactive au-delà de la rivière dans les écosystèmes environnants. L'affectation ne serait pas glamour. Il y aurait de longues heures de labeur, un financement limité, et les dangers évidents liés au fait de traîner toute la journée dans une forêt radioactive. Mais cela signifiait aussi une opportunité de servir d'INETA directement. Donc sans une seconde d'hésitation, je l'acceptais. De l'automne 1979 à l'hiver 81, je fus basé à McGaffey, une petite ville dans les montagnes Usoni, environ 32 km au sud de Church Rock. Mon travail tournait autour de voyages hebdomadaires dans la zone boisée au sud du déversement, où son panache toxique s'était propagé par ruissellement et par le vent. Là, je testais les arbres et le sol pour détecter une contamination radioactive, qui posait un risque à long terme pour les plantes, les animaux et les gens. Chaque lundi, je chargeais mon camion à McGaffey avec l'équipement d'échantillonnage, compteur Geiger, carottier de sol et conteneur pour échantillons de plantes. Puis je faisais les 32 km de route jusqu'à Church Rock, passant devant des panneaux d'avertissement décolorés par le soleil et des lits de rivières sèches encore tachés d'un sédiment jaune sale. Dans les bois, je suivais un système de grilles cartographiées par mes collègues de l'agence, passant des heures à prélever des échantillons de branches et à collecter des échantillons de sol pour vérifier la présence de particules radioactives. Et les résultats m'horrifièrent.
Les niveaux de radiation dans certains de mes échantillons de sol étaient au-delà de 100 fois plus élevés que la normale. Et certains arbres montraient une radioactivité élevée dans leur écorce et leurs aiguilles. Je documentais tout, sachant que les données que je collectais pouvaient faire toute la différence quand il s'agissait d'obtenir un nettoyage correct de la zone. Cela me faisait mal de savoir que je n'étais pas en position d'empêcher des choses comme ça d'arriver en premier lieu. Mais aider à superviser le nettoyage me donnait le sentiment que je faisais vraiment une différence. Je ne regrette pas tout le temps que j'ai passé à aider. Je ne changerai rien à cela. Mais disons juste que je vécus une ou deux rencontres qui me firent penser qu'il pourrait y avoir des choses plus effrayantes que la radiation dans ces bois. Vous voyez, à l'automne 1980, environ un an après mes trajets hebdomadaires dans les bois au sud de Church Rock, je fis une rencontre qui me secoua sérieusement. Non seulement en tant que scientifique, mais en tant que Navarro. J'étais là-bas en train de travailler sur une zone quadrillée près d'un lit de rivière sec, environ 1,5 km au sud du site de déversement, quand soudain je le vis. Un petit cerf qui avait muté m'arrêta net dans ma tâche. Je venais de me lever après avoir pris un échantillon de sol, mon compteur Geiger tic-tacant doucement, quand j'entendis un bruissement. Je levai les yeux, m'attendant à un lapin ou peut-être un coyote. Mais au lieu de cela, il était là, pas plus haut que ma taille, debout à environ 6 mètres dans une clairière rugueuse. Il n'était pas agressif, il me fixait juste avec un œil nuageux. L'autre œil était absent, il n'y avait qu'une orbite enfoncée à sa place, tandis que sa tête était penchée d'un côté à cause d'une tumeur gonflée qui poussait de son crâne difforme. Ses pattes étaient toutes de travers, avec l'avant droite si courbée qu'elle boitait même en restant immobile. Son pelage était clairsemé aussi, avec des plaques chauves montrant une peau écailleuse décolorée et une queue atrophiée qui n'était guère plus qu'un moignon. Il ne bougea pas vers moi ni ne s'enfuit. Il resta juste là avec une respiration très superficielle, comme s'il était trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Et ma première pensée fut évidemment la radiation. Une exposition chronique causant des mutations, surtout chez les animaux plus jeunes se développant dans des zones contaminées. Les déformations de ce cerf, son asymétrie crânienne, l'œil manquant et la malformation des membres étaient presque une correspondance exacte avec le genre de choses que les gens virent à Tchernobyl dans les années qui suivirent. La rivière Puerco était encore un bordel radioactif, et le cerf avait soit bu dedans, soit avait brouté des plantes contaminées, soit sa mère. Vous avez compris la chanson. Je notais l'emplacement dans mon carnet de terrain et les déformations de ce cerf. C'était une vision terrifiante. Mais en tant que Navarro, cela me toucha plus profondément encore. Nos ancêtres nous enseignent à vivre en harmonie avec les animaux, presque comme s'ils étaient de la famille. Donc voir ce fan tout tordu et souffrant de la sorte était comme une violation de cette harmonie. Je vérifiai mon compteur Geiger et il piqua légèrement, environ 0,22 millisieverts par heure. Cela suggérait que le jeune cerf pourrait avoir été exposé à du sédiment contaminé. Je ne l'approchai pas, en partie pour éviter de l'effrayer et en partie parce que je ne voulais pas risquer la contamination. Il me regarda pendant peut-être 1 minute et puis boita vers les arbres. Je ne le suivis pas. Au lieu de cela, je marquai l'endroit pour un suivi d'échantillonnage, sachant que je devais rapporter la rencontre à mon équipe le plus tôt possible. Nous avions déjà vu du bétail malade. Beaucoup d'éleveurs navarros avaient perdu des moutons avec des déformations similaires. Mais c'était ma première rencontre directe avec un animal sauvage si clairement affecté par le déversement. Et je n'ai pas honte de dire que cela me laissa très secoué. Je rentrais à McGaffey ce soir-là avec le cœur lourd. Mes données iraient dans un rapport, et je pourrais sans doute les utiliser pour inciter à plus de nettoyage. Mais le sentiment que ce pauvre animal me laissa était quelque chose que je ne pouvais pas traduire avec des mots. Quelque temps après, à l'été 1981,
j'étais encore en train de faire mes voyages de surveillance hebdomadaires quand un incendie de forêt éclata dans les bois au sud de Church Rock. L'un de mes collègues, un autre scientifique nommé Tom, se retrouva pris dans le parcours du feu. Et ce qu'il prétendit avoir vu en s'échappant me fit batailler entre mon scepticisme scientifique et mes racines Navarro. Ça avait été un juillet inhabituellement chaud et sec, et les bois étaient comme une poudrière après des semaines sans pluie. Tom était sorti tôt pour collecter des échantillons d'eau d'un lit de rivière près de notre grille de surveillance, environ 3 km au sud du site de déversement. J'étais à McGaffey en train de tester des échantillons quand nous reçûmes des nouvelles de fumée montant des arbres. Et au matin, des rapports arrivaient d'un feu se propageant rapidement, que le vent poussait au sud-ouest, directement vers notre zone de surveillance. J'étais au bureau en train de coordonner notre équipe quand nous perdîmes le contact avec Tom. Le feu se déplaçait trop vite pour que nous envoyions un camion et le service des forêts était déjà débordé. Nous devions juste attendre et prier pour qu'il aille bien. Eh bien, nos prières furent exaucées et, en fin d'après-midi, les pompiers trouvèrent Tom titubant hors des bois près de Red Rock. Il était à peine conscient, noir de suie, et toussant violemment à cause d'une inhalation sévère de fumée. Mais il était vivant. Les pompiers le transportèrent d'urgence au centre médical amérindien de Gallup, où il fut traité pour des brûlures et des dommages respiratoires. Quand je lui rendis visite le lendemain, j'étais soulagé de le voir vivant, mais j'étais incroyablement secoué que nous avions été si proches de le perdre. Environ une semaine plus tard, quand Tom fut stable, il fit une déclaration aux pompiers. Et en tant qu'officiel de l'Agence de protection de l'environnement, j'obtins une copie de leur rapport. Il détaillait l'échappée de Tom, et aussi éprouvant que tout cela fut, une partie m'arrêta net dans ma lecture. Tom dit qu'il collectait des échantillons quand il remarqua l'odeur de brûlé, et supposant que c'était d'autres campeurs qui s'étaient égarés trop loin dans la zone d'exclusion, il commença à marcher vers le feu. Puis, au moment où il réalisa que c'était un incendie de forêt, le feu était déjà visible à travers les arbres et la fumée s'épaississait vite. Avec le brasier qui se refermait sur lui, il lâcha son équipement et courut simplement. Mais en fuyant, il prétendit avoir vu quelque chose d'impossible. Une énorme sphère de flammes d'environ 1,8 mètre de diamètre flottant lentement à travers les bois, peut-être 3 à 4,5 mètres au-dessus du sol. Il dit qu'elle se déplaçait régulièrement, sans scintiller comme des flammes régulières, mais brûlant les troncs d'arbres en passant à travers eux. Et bien qu'il admit que la fumée et la panique rendaient tout un peu flou, il jura que ce n'était pas une hallucination et qu'il savait ce qu'il avait vu. Le rapport des pompiers nota que le récit de Tom sur la sphère était probablement une hallucination induite par le stress, une grosse branche en feu ou des débris pris dans un courant ascendant. Il n'avait vu aucune preuve de quoi que ce soit d'inhabituel dans les motifs de brûlure, juste un incendie de forêt typique, se déplaçant vite qui avait calciné environ 40 hectares avant d'être maîtrisé. Mais en lisant le rapport dans mon bureau, je ne fus pas si prompt à rejeter son témoignage. En tant que Navarro, j'avais grandi en entendant les anciens parler d'étranges lumières dans les bois, de petits orbes de flammes, parfois appelés lumières de sorcières, qui sont des signes d'esprits agités. Ma grand-mère m'avait une fois raconté l'histoire de boules de flammes brillantes vues la nuit, près de sites sacrés et qu'elles étaient parfois liées à des déséquilibres dans la terre. Les bois au sud de Church Rock étaient maintenant souillés par des déchets radioactifs, et une partie de moi se demanda si la sphère de Tom était une manifestation de cet émoi. Mais le scientifique en moi repoussa fortement cette théorie. J'avais étudié le comportement du feu dans mes cours de sciences environnementales. Les incendies de forêt peuvent créer des illusions optiques, comme des gaz en feu ou de l'air surchauffé distordant la lumière. En plus de cela, l'inhalation de fumée de Tom, de pair avec des niveaux de monoxyde de carbone assez hauts pour causer de la confusion, avait pu facilement altérer sa perception. Je vérifiai les données de brûlure du feu et lus des échantillons de la zone qui ne montraient aucun résidu chimique inhabituel.
juste les marqueurs de combustion standard que l'on voit dans n'importe quel incendie de forêt normal. Les niveaux de radiation dans le sol, déjà élevés par le déversement, n'avaient pas augmenté. En fait, les pompiers dirent qu'ils pensaient que c'était un coup de foudre anormal qui avait déclenché le brasier, et qu'il n'y avait aucune preuve physique de quoi que ce soit de tel qu'une sphère de flamme flottante. Mais je ne pouvais toujours pas chasser ce sentiment de malaise qui m'habitait. Je conduisis jusqu'au site de l'incendie la semaine suivante et marchai dans la section calcinée de la forêt où Tom avait été. Les bois étaient ce curieux mélange de cendres et de troncs calcinés, et mon compteur Geiger cliqua au niveau attendu. Rien d'inhabituel. Mais en me tenant là, je ressentis le poids de la douleur de la terre. Pas seulement à cause du déversement, mais aussi du feu. Je fis une prière silencieuse pour l'équilibre, sans mentionner la récupération de Tom. Et quand je déposai mon rapport, ces mots étaient un rappel que certaines choses dans ces bois défient toute explication. Mais quant aux autres choses, peu importe à quel point elles sont effrayantes, elles ont souvent des explications très rationnelles et logiques. À l'automne 1981, juste quelques mois après ma réaffectation à l'effort de nettoyage, je fus témoin de quelque chose qui me hante jusqu'à ce jour. Quelque chose de bien pire que n'importe quel animal muté ou peur liée à un incendie de forêt. J'étais dehors pour un voyage d'échantillonnage de routine début septembre. Et ma grille ce jour-là me mena à un affleurement rocheux, environ 2,5 km au sud du site de déversement, près d'une petite grotte nichée dans une crête de grès. J'étais en train de tester les arbres et le sol pour du radium 226 avec mon compteur Geiger tic-tacant quand j'entendis un gémissement bas provenant de l'intérieur de la grotte. Cela ressemblait à un animal blessé, peut-être un coyote ou un cerf, essayant de se cacher, et je me figeais et écoutais. Puis le son vint à nouveau, si guttural et plein de douleur qu'il fit se dresser les poils sur ma nuque. Je redoutais que ce soit une autre mutation animale, mais en m'approchant, je vis les jeans en lambeaux qu'il portait, et réalisai que c'était une personne qui avait été ravagée par une maladie radioactive avancée. Et mon cœur battait la chamade. Rien de ce que j'avais vu avant ne m'avait autant effrayé, mais ma formation prit le dessus quand même. Je savais reconnaître une intoxication aiguë par radiation quand je la voyais. La nécrose de la peau, les lésions, la façon dont il semblait se consumer de l'intérieur. Cet homme avait été exposé à des niveaux extrêmes de radioactivité, probablement en s'attardant dans la zone du déversement où le radium et le thorium saturaient le sol et l'eau. Je courus à mon camion, attrapai ma gourde d'eau et commençai à appeler des secours avec ma radio. Puis je courus vers l'homme blessé, gardant mes distances pour éviter la contamination et lui offris de l'eau. Il essaya de boire, mais sa gorge était si gonflée qu'il ne pouvait pas avaler, et il faillit s'étouffer avant de tousser et d'expulser ce qu'il avait essayé de boire. Ses gémissements étaient plus faibles alors, sa respiration très saccadée, mais je restais avec lui, parlant doucement et essayant de le rassurer qu'il irait bien jusqu'à ce qu'une équipe du service forestier arrive avec une civière. Ils le transportèrent d'urgence au centre médical, mais tristement, j'appris plus tard qu'il mourut à l'hôpital. Mes échantillons de sol près de cette grotte montraient des niveaux de radium 100 fois au-dessus de ceux considérés sûrs, assez pour tuer quiconque s'attardait là sans protection. Et plus tard, j'obtins une copie de ce rapport. Il était un ermite, un homme navarro dans la cinquantaine, connu pour vivre çà et là dans les bois près de Church Rock. Personne ne connaissait toute son histoire. Certains disaient qu'il était un ancien mineur, d'autres disaient qu'il préférait simplement la solitude. Mais ce que nous savions avec certitude, c'était qu'il avait soit ignoré, soit jamais entendu les avertissements de l'Agence de protection de l'environnement de rester loin de la zone contaminée. Le panache toxique du déversement s'était propagé par les lits de rivières et dans les grottes où il prenait probablement abri. Il y avait aussi une bonne chance qu'il ait été contaminé en buvant de l'eau de ruisseaux souillés ou en mangeant des plantes souillées. Les rapports d'autopsie confirmèrent une exposition létale à la radiation. Sa moelle osseuse était détruite, ses organes défaillants,
et sa peau littéralement pourrissait de l'intérieur. J'étais furieux, et je n'étais pas le seul. Le déversement avait montré comment le gouvernement priorisait peu les terres Navarro. Church Rock avait été une dure leçon de réalité. United Nuclear avait à peine nettoyé 1% des 1100 tonnes de déchets déversés, et la rivière Puerco restait toxique avec des niveaux de radium encore bien au-dessus des limites sûres. Les familles étaient encore trop effrayées pour boire l'eau de leur pluie. Les éleveurs perdaient du bétail, et la profonde méfiance envers les promesses fédérales grandit encore plus profondément. Je portais le poids de ce dont j'avais été témoin, les gémissements de l'ermite, les membres tordus du fan, et je les utilisais comme moteur pour avancer dans mon travail et ma cause. Il n'y avait pas de solution facile, pas de héros descendant du ciel pour nous sauver. La terre était encore contaminée, et la menace pour mon peuple restait présente et réelle. Mais ces 2 années m'avaient appris à rester combatif et résilient, et à continuer à me battre pour la santé de notre terre ancestrale, même quand tout semble ligué contre nous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.